وما تنساوش كذلك اصدقائي انكم ديروا لايك وسبسكرايب بالنسبه للاشين ديالنا وتفعلوا الجير ديال الجرس باش انكم توصلوا لجديد الحلقات. Je reprendrai une thèse de ce qu'on appelle l'universel, parce qu'hier il y avait une question qui a été posée, pourquoi la poésie aujourd'hui. Moi-même je pose cette question. On se dit tous qu'on est dans le monde de l'argent, de la mondialisation, mais le monde a été toujours ainsi. Et donc je rappellerai ce vers de Baudelaire: vous m'avez donné la boue et j'en ai fait de l'or. L'Iliade, toute l'histoire de l'humanité est traversée par la poésie. La poésie, peut-être, c'est ce qui nous permet de, et je le dis chaque fois dans mes cours, à la fin du cours, de transfigurer le réel fuligineux en un idéal. Et donc, je partirai dans cette communication, je rappellerai que le discours littéraire, alors la littérature est un discours aujourd'hui qui se prête de plus en plus vers une question de l'altérité et de l'identité de l'altérité, et à travers l'intertextualité, bien sûr. Et je reviendrai sur des réminiscences littéraires que j'ai découvert, un poète, Aboul Ala al-Ma'arri, Moutanabbi. Oui, Moutanabbi, j'ai aussi travaillé sur Aboul Ala al-Ma'arri. Là, je rappellerai Aboul Ala aujourd'hui, je rappellerai Aboul Ala al-Ma'arri dans un vers que j'avais découvert lors d'un colloque ici sur El-Foka australien, l'humour et l'ironie. Et je partirai de ce qu'on appelle l'impression d'un déjà vu. Umberto Eco, dans de la littérature, un texte proche de nous, il parle de l'impression d'un déjà vu, un déjà lu bien sûr. Et on peut quand même deviner le rapport sémiotique. Le lu, c'est les déjà vus. لا تحسبوا شعري بينكم طرابة فالعصفور فالطير يبكي مذبوح من الألم. Si je permets de traduire ainsi, n'allez pas croire que cette mélodie est extase. Rappelez-vous que le rossignol danse ensanglanté de douleur. Première remarque, le poète arabe utilise le terme générique. Et je ne suis pas très fort en arabe, mais donc j'ai des connaissances rudimentaires en arabe, mais j'essaie de motiver ma traduction. Générique taire signifiant l'oiseau et ouvre ainsi le voie à la polysémie du mot et par conséquent à son interprétation à la fois dans son expression arabe, mais également dans sa traduction en langue française, laquelle s'avère un exercice hautement interculturel. Plusieurs possibilités s'offraient donc à nous pour la traduction du taïr en français. Terme générique et polysémique signifiant en arabe l'oiseau. Toute une panoplie de termes, en effet, s'offrait à nous: l'alouette, l'oiseau, rossignol, et j'en passe. Nous avons choisi la traduction rossignol, vu les utopies de musique recoupe le mot tarab, que vient renforcer d'ailleurs les allitérations en R, dont d'abord le mot lui-même tarab et taïr. Cette utilisation métonymique, si j'ose dire ainsi, du poète en taïr, nous fait retrouver alors, et d'une manière encore plus troublante, des réminiscences d'un déjà vu, d'un déjà lu. Elle nous rappelle de manière on ne peut plus criante le poème L'Albatros du poète symbolique français Charles Baudelaire, contemporain alors de ces albatros emportés par ce père de Moutanabbi par une souffrance lancinante sans égale. Et je cite le poète: souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. L'hypallage contenu dans le premier vers qui transforme ces oiseaux de vaste mer en oiseaux des vastes mers rappelle une danse majestueuse que vient révoquer dans un rapport antithétique ces gouffres amers, métaphore filée qui insufflera par la suite au poème cette allégorie évoquant le spleen et le mal baudelairien, lequel nous rappelle à son tour les réminiscences platoniciennes. Cette même image antithétique, nous la retrouvons dans le vers de Moutanabbi, bien sûr, dans Ensanglanté de douleur, lequel vers nous rappelle à son tour l'autre poème de Baudelaire, Les aveugles, et je cite: il traverse ainsi le noir illimité, ce frère de silence éternel ô cité, pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, et prise du plaisir jusqu'à l'atrocité, vois, je me traite aussi, mais plus que je dis. Que cherche-t-il au ciel ces aveugles? Là encore, nous retrouvons cet oxymore, comme dans le vers de Moutanabbi, le chant d'un plaisir atroce,
Un texte nous rappelle un autre texte, convoque un autre dans une frénésie intertextuelle qui nous fait penser énormément à cette boîte de Pandore rabelaisienne, un plaisir lourd d'enseignement. Le temps parfois de transmuer l'oiseau en une fleur baroque, où le chant de l'oiseau s'accompagne de violon, le chant du mal. Voici venir, et je cite le poète dans Harmonie du soir, voici venir les temps où vibrant sur sa tige, chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir, valse, mélancolie et douloureux vertige. Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Vaste mélancolie et douloureux vertige, le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. Encore une fois, cette mélodie inextricable dans le vers d'ailleurs en position anaphorique de refrain, dans cette valse mélancolique et langoureuse, vertige, et encore une autre occurrence de ce plaisir lyrique, inlassablement et inextricablement lié à la douleur. Et je cite bien sûr encore ce passage de Baudelaire. « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville. Aux uns portant la paix, aux autres le souci, pendant que des mortels la multiplient en ville. Sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci va cueillir des remords sans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. » Ces correspondances entre un monde idéal et une réalité fuligineuse est obscure. Cette opposition oxymorique d'un monde infini et la vacuité d'un réel décevant, elle n'est pas le propre de l'esthétique symboliste. On la retrouve dans la poésie arabe, et ici, d'El Moutanabbi, ce qui nous interpelle dans notre approche des poètes symbolistes français. La particularité de leur lyrisme ne réside-t-elle pas, d'ailleurs, sur le plan méthodologique, cette hypothèse est une promesse d'une nouvelle lecture de cette littérature française qui nous habite et que nous aimons tant. En filigrane, d'autres intertextes s'inscriveront de ce fait dans ce banquet interculturel convoqué à partir du poète arabe Al-Moutanabbi. Nous retrouvons le même poème, le même poétique des fleurs du mal, dont le sonnet à une passante par la douceur qui fascine et les plaisirs qui tuent. Si bien que tout le recueil baudelairien semble se résumer dans cette allégorie dessinée par le poète arabe, celle d'un lyrisme souffrant, mortifère, endeuillé, si même tourné, se jouant d'un rituel que nous retrouvons déjà bien avant Baudelaire chez les romantiques, dont ce jeu englobant qui se développe à travers la choronographie d'une limite inlassablement d'un sens tourné vers un sens, un suspense entre la vie et la mort. Une sorte de no man's land qui échapperait aux conditions de son énonciation et que ces vers du grand poète Lamartine viennent confirmer à leur tour. Le triste chant des morts prêt à retenir les soupirs étouffés d'une amante ou d'un frère suspendu sur le bord de son lit funéraire, hors l'orin gémissant dans les sons éperdus. Tout est dit, et on vient trop tard, nous disait Jean Labruyère dans sa préface des caractères. Les exemples pleuvent qui attestent que cette intertextualité interculturelle entre le poète arabe dans le poème L'immortalité et le poète français Chartral et de ce fait constitue un dialogue. Par anachronisme, le Moutanabbi serait ainsi 15 siècles plus tôt baroque, symboliste et même romantique. Il définirait de la sorte la création poétique comme Baudelaire en ce qu'elle a sans doute d'inaltérable. Pour écrire, il faut se saigner, nous prédit alors le poète arabe à travers une sorte de manifeste poétique prémonitoire. Inconsciemment, Baudelaire ne fait que donc plagier par anticipation le poète arabe, par l'ivresse lyrique de ce rossignol appelé tailleur, ensanglanté par le chant, donc épris de plaisir jusqu'à l'atrocité et de douleur, que nous retrouvons dans le poème. La mythonymie de l'oiseau renvoyant au poète le confirme néanmoins. Et dernièrement, j'ai fait la lecture de... on ne met pas un oiseau en cage. On ne met pas un oiseau en cage. Ah, le journal. Ou le journal. Le journal intime de... Oui.
à quel point la notion de la métonymie, ou ce qu'on appelle, on peut appeler le motif, la manière d'écrire, d'intégrer ce motif. Elle rappelle à cet endroit un motif littéraire aux auteurs baroques. L'oiseau est très cher aux auteurs baroques, signifiant la fuite du temps, représenté également d'une manière mortifère chez ce poète arabe. La possibilité d'une intertextualité interculturelle se retrouve alors du coup accréditée. Et il nous rappelle à son tour cette transgression par le grand moraliste classique Jean de La Fontaine dans La Jeune Veuve. Je cite: « Sur les ailes du temps, la tristesse s'envole, le temps ramène les plaisirs. » Et pris donc par ces vers d'Al-Mutanabbi, nous n'avons de cesse de les repenser. Lorsque l'ombre d'un déjà vu, d'un déjà lu, surgit dans notre mémoire, il s'agit à présent d'un auteur français plus contemporain, Jean Genet, lequel nous dit dans Les Paravents: « Je crois que la tragédie peut être décrite comme ceci, un rire énorme que brise un sanglot qui renvoie au rire originel, c'est-à-dire à la pensée de la mort. » Là encore, l'ombre du poète Mutanabbi plane d'une manière troublante sur cette poétique de l'absurde édictée au XXe siècle par Jean Genet. Le poète arabe réserve de fait le même oxymoron dans l'analyse du discours, laquelle ne peut plus faire désormais l'économie de la question de l'altérité contenue dans l'universalisme et l'humanisme. L'autre conséquence à cette intrusion interculturelle, c'est qu'elle réinterroge notre lecture des auteurs français fascinés par l'Orient, par le Maghreb, dont nous réalisons finalement combien ignorait-il, ou bien n'avoue-t-il pas certains composants anthropologiques, notamment la culture arabe, de ce par ailleurs qui les subjuguait tant Gérard Genette, André Gide, Albert Camus, et nous en passons. L'approche occidentale critique et théorique de l'intertextualité ne laisse transparaître en effet aucun intérêt à cette langue et cette littérature arabe séculaire, riche de production. Mikhail Bakhtin, Michel Riffater, Julia Kristeva ou Gérard Genette, si même on en bat, parlent de Cervantes, de Tolstoï, de Shakespeare, de la Renaissance italienne, mais jamais du moins dans les célèbres œuvres critiques, ou ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui, de l'intertextualité du texte arabe. La Renaissance arabe serait-elle redevable à la culture, la Renaissance française serait-elle redevable à la culture arabe, plus qu'à ce monde gréco-latin, et je rejoindrai ici Madame Aroni qui soutient cette thèse. En tout cas, la réflexion nous semble séduisante en ce qu'elle nous oblige à repenser cette rencontre culturelle entre l'Orient qui est passé sous silence. Cet oubli, est-il voulu ou non? Qu'importe, car, comme disait Maurice Blanchot, il est toujours nécessaire de rappeler à l'auteur que ce n'est pas lui qui écrit son texte, et qu'il s'écrit sans lui, et qu'aussi lucide qu'il désire être, il est livré à une expérience qui le dépasse, si même il le menace dans un difficile et obscur mouvement. De toute évidence, l'auteur devrait disparaître pour ne pas gêner le cheminement de son texte. Je reprends ici Umberto Eco. À cet endroit, l'approche didactique interculturelle ou l'approche du dialogue entre les cultures, du texte littéraire, peut nous mettre sur les traces des intertextes les plus inavoués, les plus latents chez un auteur. Elle devient ainsi, pour emprunter un terme en breton, cette porte restée ballante pour la découverte du mythe probablement de notre humanité. Cette quête inassouvie du sens inaliénable et par conséquent inaltérable des choses, et que tout texte littéraire, au-delà de son appartenance culturelle, n'a de cesse de célébrer. On l'aura compris, et pour ne pas résumer, dirions-nous qu'un auteur, pour engager un dialogue avec un autre auteur, sans pour autant connaître ses écrits, dans une sorte d'intertextualité inconsciente, qui ouvrirait la voie à d'incontournables interférences de la sémiotique dans la tranche critique interculturelle du texte littéraire. Ainsi, le texte échappe à son environnement historique. Nous dirions immédiat, son environnement historique immédiat, sa mise en relation avec l'époque qui le voit naître et au moment littéraire qui le côtoie ou dans lesquels il se meut est une approche judicieuse, certes, et pleine de promesses pour toute analyse voulant effleurer les profondeurs du texte. Elle peut toutefois être un leurre qui ferait admettre l'existence d'une culture
dont l'œuvre est le véhicule. Certes, il existe une esthétique des mouvements qui nous fait voir l'écriture de Baudelaire, de Rimbaud ou de Verlaine comme étant symboliste dans sa transposition de l'ennui pascalien. Il n'en demeure pas moins que l'approche interculturelle nous fait voir que la rencontre d'un texte avec l'histoire nous permet d'exhumer. Le mot de sourdre, d'exhumer peut-être plus adéquat, d'exhumer, de sourdre, d'exhumer et de sourdre. Un texte, l'histoire, nous permet d'exhumer de sourdre ce que nous avons enterré de nous-mêmes, de notre altérité et de notre rapport aux autres. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Sergi, cet exposé. Post-mortem, vous avez fait dialoguer sur la bouteille Moutanabbi, Baudelaire.